commencer la session. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux. On espère que vous n'avez pas été impactés par les grèves. Alors, je suis Isabelle Sainte-Marie. Je suis la directrice adjointe de la direction médicale qui est en charge à l'ANSM des produits tissulaires, cellulaires et des médicaments de thérapie innovante. Je devais modérer la session avec Stéphane van der Spiegel de la Commission européenne, qui est vraiment aux manettes du règlement SO à la Commission. Stéphane a, lui, eu des problèmes de grève. Donc, on essaye de le connecter en visio, mais je crois qu'il y a un petit souci technique. Donc, écoutez, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule, comme je peux. Et puis, quand on aura Stéphane, du coup, je l'introduirai à ce moment-là. Alors, on a une session très intéressante sur les préparations de tissus innovants. Vous allez voir donc des présentations sur les aspects réglementaires. On va l'axer, et les présentations sont un petit peu axées donc, sur les expériences de la paillasse à la recherche clinique dans la perspective du futur règlement SO. Le futur règlement SO, donc, c'est pour Substance of Human Origin. C'est ce qui couvre, typiquement, dans le futur, ce qui va couvrir les préparations tissulaires, notamment. Ça remplace les directives sang, tissus, cellules. Et c'est vraiment un élément fondamental et majeur. C'est pour ça qu'on l'a inscrit dans cette session, dans la perspective, justement, de la future réglementation qui va s'appliquer aux produits et aux préparations tissulaires. Alors, qui dit nouveau règlement, bien évidemment, dit changement. Donc, vous allez voir les principaux éléments de modification, et notamment tout ce qui est l'évaluation par le risque, par l'analyse de risque. Qui dit aussi règlement européen, dit Europe, c'est-à-dire que ce règlement vise évidemment toujours à améliorer la sécurité, la qualité des produits et l'utilisation et tout ce qui est bien sûr prise en compte des éléments de sécurité pour le receveur et pour les donneurs vivants. Et il y a également une évaluation qui se fait au niveau européen. Donc il y a des groupes de travail qui se mettent en place. Le règlement SO va être appliqué en août 2027. Donc là, on est vraiment dans la phase de préparation. On est très moteur dans ce règlement et dans les groupes de travail techniques qui sont associés. Quand je dis nous, c'est collectif, c'est autorité de santé, c'est ANSM, c'est ABM, c'est DGS. On a une riche expérience en France de ce qui concerne l'évaluation en fait, des produits tissulaires. Donc on a été vraiment très leader, très moteur dans les discussions. On continue à l'être et on est dans cette fameuse phase de préparation. Alors toutes les phases de préparation, c'est long, c'est compliqué et vous aurez sûrement beaucoup de questions et on n'aura pas toutes les réponses, bien évidemment, parce que c'est en construction, mais c'est pas grave. On va apprendre un petit peu en marchant, comme on dit. On va marcher très bien tous ensemble. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Et donc application en août 2027. Et donc, on est en train de construire les choses. Et il y aura une communication parce que, bien évidemment, ça va impacter vous en premier demandeur. Ça nous impacte nous aussi, bien évidemment, autorité de santé. Et forcément, il y a une phase d'adaptation. Et puis, il y a une phase aussi de communication. On ne va pas laisser les demandeurs tout seuls, perdus. Donc, on va prévoir des groupes de travail et des communications sur notre site, sur le site de l'ABM. Il y aura toute cette phase-là. Donc, je pense qu'on n'a pas récupéré Stéphane. Donc, on commence par la première présentation. C'est Manon Tamin, qui est évaluatrice réglementaire chez nous à l'ANSM, à la direction de la réglementation et la déontologie, donc qui est à la manette pour les aspects réglementaires et qui donc va vous présenter justement le futur règlement SOO et typiquement les principaux éléments et les principales modifications par rapport aux directives tissus-cellules. Vas-y, Manon. Merci Isabelle, bonjour à tous. Le but de cette présentation, c'est pas de rentrer trop dans les détails du règlement parce que c'est très technique et très long, mais de vous donner une idée générale des principaux changements et de l'impact que ça a, notamment en tissu, avec, comme le disait Isabelle, l'objectif premier de ce règlement qui abroge les directives sang et tissus-cellules qui étaient déjà un petit peu datées, c'est de permettre à l'innovation
de se poursuivre dans un cadre sécuritaire pour les patients. Donc, ce règlement, il est composé de 87 articles et il prévoit des normes pour fixer un niveau de sécurité élevé pour l'utilisation de tous les produits issus de l'humain, donc les substances d'origine humaine, SOO avec l'acronyme anglais. Il couvre, cette diapo-là que vous voyez, c'est pour vous expliquer un peu le champ de ce règlement, qui est très large. Et donc, il couvre toutes les substances d'origine humaine qui vont être appliquées à l'humain ou qui vont être utilisées dans d'autres champs réglementés par des réglementations européennes, typiquement le dispositif médical ou le médicament. C'est-à-dire que pour les produits SOO, le règlement s'applique pour toutes les activités sur les produits. On va du don à la collecte jusqu'à l'administration à l'homme. Sur la slide, vous avez quelques exemples, les produits sanguins labiles, les préparations de thérapie cellulaire et tissulaire, qui vous intéressent plus particulièrement dans cette session, mais aussi des produits qui n'étaient pas réglementés jusqu'à maintenant par les textes européens, que sont le lait maternel, par exemple, ou le microbiote. Ce règlement, il s'applique aussi pour les produits qui rentrent dans d'autres réglementations, typiquement les MTI, les médicaments dérivés du plasma, et il s'applique pour le don, la collecte, la QBD par exemple. Et au moment où le produit rentre dans un autre champ, ce n'est plus le règlement SOO qui s'applique, mais la réglementation médicament ou dispositif médical. Vous vous en doutez, il y a un certain nombre de produits qui vont être à la frontière, et donc en fait, ce règlement ne définit pas ce qu'est un SOO, mais par contre, par exclusion, si on répond à la définition du médicament, on n'est plus du SOO. Voilà, ça permet d'avoir une petite agilité réglementaire, mais il y aura quand même un certain nombre de produits. Aujourd'hui, on sait que s'ouvre une phase de discussion européenne pour savoir si un produit est plutôt du SOO ou du médicament, par exemple. Voilà. Donc la petite flèche, ça, c'est pour vous montrer la frontière. Ce règlement, évidemment, il ne s'applique pas au lait maternel dès lors que la mère en fait un usage pour son propre enfant, sans transformation. Il ne s'applique pas aux situations privées, il ne s'applique pas non plus aux organes, donc la directive organes de 2010 reste valide, et il ne s'applique pas non plus aux SOO qui sont réadministrés de façon autologue, sans transformation et sans stockage aux patients au cours d'une même intervention chirurgicale. Donc le périmédical autologue est exclu du champ du règlement. Donc, le but de ce règlement, et là où il va plus loin que les directives qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant, c'est d'avoir une approche, comme le disait Isabelle, basée sur le risque, de surveiller toutes les activités qui touchent au SOO, mais d'avoir une surveillance renforcée pour les activités les plus à risque. Donc, le champ du règlement, c'est ce que je vous disais, toutes les activités qui touchent au SOO, le don, la collecte, la transformation, les contrôles, le stockage, la libération, la distribution, l'exportation, l'importation, tout ça, c'est ce qu'on va appeler maintenant des activités SOO. Et donc, tous les organismes qui réalisent ces activités deviennent des entités SOO. Elles doivent s'enregistrer sur une plateforme européenne ou nationale, et les autorités compétentes vont avoir une liste exhaustive de toutes les entités qui, en gros, touchent au SOO maintenant. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous disais. Tout affiché, ce sera plus simple. La surveillance va être renforcée sur certains types d'entités qui réalisent des activités SOO particulières que sont la transformation et le stockage, la libération, l'importation, l'exportation. Ces entités qui réalisent ces opérations, elles deviennent établissements SOO, elles doivent être autorisées par l'autorité compétente et elles sont inspectées régulièrement par ces mêmes autorités. Le règlement laisse la possibilité aux autorités compétentes d'aller inspecter de simples entités si l'autorité compétente considère que le niveau d'activité relève un certain risque et donc qu'il est intéressant d'aller l'inspecter également. Si un établissement SOO fait plus que les activités qui sont mentionnées sur cette slide, son autorisation couvre tout le champ de son activité, même les activités qui n'en font pas un établissement de base. Donc, cette slide récapitule ce que je viens de vous dire. Le grand rond, c'est l'ensemble des entités, parmi lesquelles vous aurez les établissements qui sont enregistrés, autorisés, inspectés régulièrement, et qui détiendront ce qu'on appellera une autorisation de préparation SOO. Ça, c'est pour un petit peu plus tard.
Il existe également les établissements SOHO importateurs, je vous en dis 2 mots parce que ce sera une autorisation particulière avec des exigences supplémentaires qui sont spécifiques à cette activité. L'idée, c'est d'avoir une approche qui est graduée par le niveau de risque et la surveillance renforcée sur les risques les plus importants. Donc, une préparation SOHO, qu'est-ce que c'est? C'est quand on part d'une substance d'origine humaine et qu'elle est transformée. Dès lors qu'elle est transformée, elle est utilisée pour une indication thérapeutique spécifique, précise. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place en France, mais par exemple, pour d'autres pays européens, l'idée de dire qu'une préparation cellulaire, c'est pour une indication thérapeutique donnée, c'est nouveau. Nous, c'est quelque chose qui est habituel. Donc, dès lors que cette préparation, elle est destinée à être appliquée à de l'humain ou qu'elle est distribuée pour rentrer dans une autre réglementation, typiquement le médicament, elle doit être autorisée par l'autorité compétente. Donc, un exemple qui, je pense, vous parlera, la SOHO de base, c'est le sang, et les préparations SOHO, c'est les produits qu'on en extrait, le plasma, le concentré de globules rouges. Voilà. L'autorisation délivrée par l'autorité compétente, elle est valable dans toute l'Union européenne. Il y a comme un principe de reconnaissance des autorisations pour tous les produits. Il existera, et ça c'est quelque chose dont on peut être très fier au niveau français parce que c'est nous qui l'avons fait ajouter dans les règlements et on s'est beaucoup mobilisé pour que ça existe, des possibilités de déroger à cette obligation d'avoir une autorisation de préparation SOHO pour des produits particuliers qui sont... alors déjà, s'ils rentrent dans la fabrication d'un médicament ou d'un DM, il n'est pas nécessaire de les autoriser au titre du règlement SOHO parce que c'est redondant et que c'est une charge trop lourde. Donc typiquement, un MTI, on ne va pas autoriser la phase intermédiaire de préparation SOHO. Par contre, pour des produits qui restent dans le SOHO, en cas de situation d'urgence, et avec un parallèle avec ce qui existe déjà pour le médicament, il sera possible de délivrer des produits dès lors qu'il faut une administration immédiate pour le patient de la préparation, dans une situation où il n'y a pas d'alternative thérapeutique, où le traitement ne peut pas être différé et où le pronostic vital ou une perte fonctionnelle importante est un risque immédiat pour le patient. Il faut évidemment avoir une présomption de balance bénéfice-risque favorable et un niveau de qualité et de sécurité présumé pour ces produits. Donc comment ça va se passer ça, c'est l'accent de cette présentation qui vous intéresse un peu plus. Les banques vont devoir autoriser des procédés, comme c'était déjà le cas. Les autorités compétentes vont recevoir des dossiers, mais les choses vont un petit peu évoluer par rapport à ce que vous connaissiez déjà. Toujours dans cette logique d'évaluer avec une approche basée sur le risque présenté par le produit. Donc, les autorités compétentes, quand elles reçoivent des dossiers, vont devoir les évaluer, comme c'était déjà le cas, pourront demander des informations complémentaires. Il n'y a pas de délai d'évaluation de la demande qui est fixé par le règlement, ce sera laissé à la main des autorités compétentes. Mais sachez qu'il est possible de prolonger le délai si on consulte... Je vous entends, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Désolé. Bonjour Stéphane, merci de nous avoir rejoints. Maintenant, je peux participer de nouveau. Ok. Le délai d'évaluation de la demande peut être prolongé si jamais l'autorité compétente a besoin de consulter le comité de coordination SOHO, dont je vais vous dire quelques mots juste après. Une grande nouveauté du règlement également, et pareil, je vais vous le détailler après, c'est si les données cliniques ne sont pas suffisantes pour pouvoir attester d'une balance bénéfice-risque favorable, il pourra être mis en place un suivi des résultats cliniques qui sera une phase préalable à l'octroi pérenne de l'autorisation du produit. Et il pourra être demandé aux banques d'effectuer des opérations de validation supplémentaires pour générer un certain nombre de données et conforter l'évaluation. Donc, ce fameux comité de coordination SOHO, c'est une nouveauté du règlement. Il est institué et présidé par
coprésidé par la Commission européenne et par les États membres de façon tournante. C'est un comité qui existe déjà, même si le règlement n'est pas encore rentré en application, qui s'est réuni la première fois en janvier 2025 et plusieurs fois depuis, qui a un certain nombre de sous-groupes qui se réunissent très régulièrement. Il y a 2 membres permanents par État membre avec 2 suppléants. Et le secrétariat est assuré par la Commission européenne. Son rôle, c'est d'établir une liste de substances pour lequel un avis sur la qualification va être nécessaire. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure des produits frontières. Il y a un certain nombre de produits préidentifiés par la Commission et par les autorités sur lesquels on souhaite que ce comité de coordination rende un avis. Est-ce que c'est du SOO? Est-ce que c'est autre chose? Le but, c'est que la qualification soit harmonisée au niveau européen. Il aura également un rôle d'édiction de bonnes pratiques cliniques et autres. Donc, c'est ce que je vous disais. Il va avoir des échanges réguliers avec des organes experts que sont le CDC, le DQM et l'EMA pour élaborer des bonnes pratiques ou pour les commenter. Il y aura aussi des critères établis par ce comité pour dire que certains SOO ou certaines entités sont critiques. Ça veut dire qu'ils révèlent qu'ils sont indispensables, qu'il y a des risques de pénurie. Et donc, dans ces cas-là, il y a des dispositions particulières pour ces SOO critiques. Ils vont être un soutien aux États membres pour toute la mise en place du règlement et notamment pour la mise en place d'inspections et d'évaluations conjointes. Ils vont être un soutien à la coordination dans des cas d'urgence. Donc, comment va se passer... Je vais tout afficher, ce sera plus facile. Je reviens sur l'autorisation de préparation SOO. Là, sur cette slide, vous avez le détail de ce que je vous ai expliqué et de la nouveauté que va être les plans de suivi des résultats cliniques. Donc, l'entité qui demande une autorisation de préparation SOO fait une évaluation sur le risque que porte sa préparation et elle soumet un dossier avec des preuves sur la sécurité, la qualité et l'efficacité de son produit. La demande est validée par l'autorité compétente, est évaluée. Si les résultats sont probants, acceptables, on octroie une autorisation. Si c'est pas acceptable, on la refuse. Mais maintenant, va exister un entre-deux avant l'octroi de l'autorisation pérenne avec la mise en place d'un plan de suivi des résultats cliniques qui est soumise par l'entité et qui va permettre de recueillir les données manquantes pour pouvoir aller vers cette autorisation pérenne. Donc, en fonction du niveau de risque identifié sur le produit, si le risque est négligeable, pas de plan de suivi des résultats cliniques et on octroie l'autorisation immédiatement. Si le risque est faible, on demande un suivi clinique d'un faible nombre de patients avant de pouvoir octroyer une autorisation au produit. Si le risque est modéré, on demandera la mise en place d'une étude clinique avec un nombre approprié de patients, des critères qui seront discutés avec l'autorité compétente. Pour le risque élevé, on demandera la mise en place d'un véritable essai clinique avec un comparateur pertinent. Dans ces 2 derniers cas, un avis d'un comité d'éthique sera exigé. Donc, ce qu'on faisait, nous, aujourd'hui, avec d'abord une autorisation d'essai clinique et ensuite une autorisation de produit, ça s'inverse un petit peu quelque part, parce que c'est dans l'évaluation de l'autorisation pérenne qu'on va mettre en place le suivi des résultats cliniques avant de pouvoir obtenir une autorisation pérenne. L'évaluation de tous ces produits, elle va maintenant se baser sur le renforcement de lignes directrices techniques qui existent déjà ou qui seront à écrire. Le but du règlement, c'est de ne pas être obsolète demain. Donc il y a des principes généraux dans le règlement et il appelle ensuite des lignes directrices qui sont plus faciles à modifier. Ça permet d'avoir une certaine agilité, d'être clair, mais de définir quand même dans le règlement un niveau de norme qui est très élevé. Donc ces lignes directrices techniques, elles présentent plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la Commission européenne qui peut décider elle-même de se saisir d'un sujet et de prendre des lignes directrices lorsqu'elle le juge nécessaire. Donc là, c'est quelque part le top du top. On sait que ça arrivera très rarement. En absence de lignes directrices édictées par la Commission européenne, il y a un deuxième niveau
très techniques de lignes directrices qui seront disponibles sur la plateforme SOHO, publiées et mises à jour par le CDC, par le DQM par exemple. Si jamais les demandeurs souhaitent ne pas utiliser ces lignes techniques, la possibilité reste ouverte d'utiliser des normes équivalentes dès lors qu'on démontre qu'on est au moins équivalent à ce qui est exigé dans les normes de l'EDQM par exemple. Et puis si vraiment il n'existe rien, toute autre ligne technique internationale pourra être utilisée également. Pour terminer et pour vous donner un exemple de ce que concrètement, en parallèle de ce nouveau règlement est mis en œuvre par l'Europe, je vais vous parler de l'action conjointe GAP et de sa deuxième phase GAP Pro, qui a pour but de donner une base européenne à l'évaluation de ces futures préparations de SOHO. Pareil, une évaluation qui est basée sur le risque. Donc GAP, ça a duré 3 ans, c'est maintenant terminé. GAP Pro est la suite, cette action conjointe de l'ensemble des autorités compétentes européennes qui se sont portées volontaires pour donner un guide et une méthode pour évaluer les demandes. Étant donné que les autorisations seront reconnues dans l'ensemble de l'Union européenne, il faut pouvoir avoir confiance et se dire qu'on travaille tous de la même façon. C'est l'objectif de GAP Pro. La NSM et en particulier l'ABM sont très très impliqués dans ces actions conjointes parce que nous on considère qu'en France on a une expérience très solide en tissu cellule notamment et que notre façon d'évaluer les produits elle allait déjà beaucoup plus loin que ce qui était exigé par les directives européennes. Donc on est très moteur et c'est important de pouvoir montrer notre façon de travailler en France et que ça soit repris et amélioré avec les pratiques et les collègues européens. Les objectifs, c'est de tester maintenant la méthodologie qui a été écrite, qui a été développée, et de vérifier les niveaux de risque qui ont été définis pendant l'action GAP. Il faut maintenant aussi l'étendre à toutes les substances d'origine humaine. Le lait, le microbiote par exemple, parce que pour l'instant, elle est surtout testée sur les tissus cellules. Et tester la faisabilité des évaluations conjointes entre autorités compétentes et entre États membres, en prévoyant également des interactions avec les domaines des médicaments et du dispositif médical. Voilà, donc l'ANSM est très impliquée dans les groupes de travail. Je pense que vous aurez les slides, donc je ne vais pas détailler l'ensemble des 8 groupes de travail qui existent dans GAP Pro. Plus particulièrement, on participe au groupe de travail 5, 6, 7 et 8. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être très moteur, d'imprimer notre patte dans la future façon de travailler de l'ensemble des États membres. Donc, en conclusion, et comme le disait Isabelle, l'ensemble des autorités compétentes et le ministère sont très impliqués dans la mise en œuvre de ce règlement. Ça va bousculer les choses, mais en même temps, la marche est beaucoup moins haute pour nous que pour d'autres États. C'est important de l'avoir en tête. On est très, très engagés dans les discussions parce qu'on a une forte expérience en thérapie cellulaire et tissulaire. Le but de tous ces travaux, c'est de favoriser l'innovation en maintenant un haut niveau de sécurité pour les produits. Voilà, on sait que devant nous, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de travail, mais il existe de nombreux groupes de travail, à la fois européens et nationaux, des actions conjointes comme GAP et GAP Pro, pour que les choses se passent le mieux possible. Notre objectif, c'est aussi d'accompagner vous, les opérateurs, de prendre vos points d'inquiétude, d'expliquer aussi ce qui se fait et de mettre en place, de toute façon, là, dans les 2 ans à venir, on sait qu'on va devoir sortir les nouveaux formats de dossiers, accompagner les projets scientifiques, mettre en place beaucoup de communication, peut-être des webinaires, des foires aux questions sur notre site. Enfin voilà, tout ça, c'est prévu et on est très motivés pour que les choses se passent au mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Manon. Je crois qu'on a Stéphane. Mais Oui, je suis là.
Ah, ok, on ne te voit pas en visu. Ah, très bien, voilà, parfait. Parfait. Donc, Stéphane van der Spiegel de la Commission européenne, avec qui j'ai l'honneur de modérer la session. Donc, Stéphane, écoute, on a entamé un petit peu voilà, avant toi, mais je te laisse dire quelques mots de ton côté. Merci beaucoup, Isabelle. D'abord, bon, peut-être présenter très vite, je suis Stéphane Van der Spiegel, je coordonne au sein de la Commission européenne cette réglementation nouvelle de substances humaines. Je crois que Manon l'a très bien introduit. Je crois qu'elle a mis sur la table tous les nouveautés et les changements qu'on va introduire et qu'on est en train de préparer pour l'implémentation. C'est pour nous très important de pouvoir avoir des échanges comme aujourd'hui avec les acteurs dans le champ, dans les établissements ou entités de SOHO. Alors, merci beaucoup déjà à l'Agence de la biomédecine pour avoir organisé cette occasion de se parler. Je voudrais juste peut-être souligner deux points de ce que Manon a introduit. Je crois d'abord, ou 3 points, je crois d'abord, un souci a vraiment été de faire plus de flexibilité dans le setup du framework. Et c'est pour ça que les nouvelles règles techniques qui seront le plus important pour vous, ils vont plus être trouvés dans la législation européenne où c'était vraiment très dur de les garder et mettre à jour. Ils vont maintenant être développés au sein des expert bodies, comme on les appelle, c'est-à-dire le ECDC, Centre of the Communicable Diseases, et le IDQM au sein du Conseil de l'Europe. Ils sont, eux, avec les experts et avec vos représentations d'associations européennes qui vont régulièrement réviser les guidelines techniques pour qu'ils soient le mieux alignés à vos nouveaux besoins. Et puis, un deuxième point que je voudrais aussi souligner, c'est le fait que beaucoup des nouvelles approches que vous avez vues, ils sont vraiment là avec l'idée de faciliter et de utiliser une approche basée sur les risques. Vous avez vu expliquer Manon l'approche d'avoir des entités et aussi des établissements. Il y a aussi une approche pour planifier les inspections en fonction des risques. Il y a la nouvelle approche pour autoriser les préparations nouvelles. Tout cela sont basés sur les risques. L'idée vraiment, c'est de, là où il y a vraiment des risques plus élevés, d'avoir des mesures plus strictes. Là où il y a moins de risques, de pouvoir autoriser et superviser ces activités d'une manière plus légère. Bon, je crois que ce sont 2 points que je voudrais dès le début mettre sur la table à vous. Je voudrais peut-être prendre l'occasion à voir si de votre part à ce moment, il y a des soucis ou des questions. Merci beaucoup Stéphane et merci aussi de faire l'effort de parler en français. On a cette chance aussi que tu sois bilingue. Et par contre, il y avait un petit problème de son à la fin. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est de ton côté ou côté technique. Mais voilà, on laisse donc la salle si vous avez des questions. Alors, moi, donc, j'ai une question. Du coup, pour la phase intermédiaire, là, on rentre dans un petit peu une phase intermédiaire de préparation. Qu'est-ce qui se passe pour les produits, pour les établissements qui ont déjà été autorisés, pour les produits qui ont déjà été autorisés? Est-ce que, voilà, il va falloir resoumettre finalement? Est-ce qu'il va y avoir à nouveau des autorisations SOHO? Alors, oui, ok, merci. Je ne m'en rends pas du tout compte. Effectivement, c'est important de le préciser, le règlement prévoit des dispositions transitoires. Et donc, pour les produits qui étaient déjà réglementés, que sont le sang, les tissus et les cellules, dès lors qu'ils sont déjà autorisés, il n'y aura pas besoin de resoumettre et de redemander une autorisation. Ils seront considérés autorisés au titre du règlement. Et alors... Et peut-être, si je peux ajouter un point, c'est pas
seulement pour les préparations, mais c'est aussi pour les établissements, tous qui ont déjà été autorisés. On va transférer ces autorisations. On ne va pas demander tout le monde de se demander ou appliquer pour des nouvelles autorisations. Ok, merci. Et autre question, comment est-ce qu'en pratique, donc les entités vont se faire la demande d'autorisation et par là, oui, dans le règlement, oui. Oui, l'enregistrement, oui. Alors, ça, la Commission le règlement laissait deux possibilités, soit de garder des plateformes nationales, soit de passer par une plateforme européenne. Nous, en France, on va passer par la plateforme européenne, ça nous paraît plus simple. Et donc, elle est en cours de finalisation. Je pense même qu'il y a, Stéphane, tu pourrais le dire, mais je pense qu'il y a déjà des modules qui sont fonctionnels. Et donc, le but, c'est qu'elle soit... Enfin, il y aura énormément d'informations disponibles sur cette plateforme. L'ensemble des produits autorisés, l'ensemble des entités. Et donc, l'idée pour les entités, c'est que ce soit simple et qu'elles s'enregistrent directement sur la plateforme européenne. Merci Manon. Oui, je peux... Oui, tu veux ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, je voulais juste confirmer ce que dit Manon, mais on est en plein développement. Il y a des modules disponibles, mais ils sont disponibles pour le testing parce qu'on veut vraiment les avoir bien affiné avant de vraiment laisser tout le monde travailler avec. Je crois que durant la 2026, on va avoir vraiment tous ces modules prêts pour que et les établissements, les entités peuvent introduire ou enregistrer eux-mêmes et aussi ce qui, comme j'ai dit, il y a déjà tout qui est déjà autorisé comme établissement va être reconnu automatiquement, mais il y a des nouveaux établissements, je pense au domaine de Fecal Microbiota ou le domaine du lait maternel qui devront se enregistrer aussi. Et tout ça sera possible dès moitié de l'année prochaine. Merci. Oui. C'est bon. Oui, Isabelle, donc Olivier Ribes de la DGS. Ça nous intéresse beaucoup ces histoires de autoriser ou pas autoriser, parce qu'on suit bien sûr le règlement SOHO, et en plus on s'intéresse beaucoup aux médicaments, enfin pas aux médicaments, mais aux tissus innovants, du moins aux applications innovantes des tissus. Et moi j'avais une question, c'est on a une entité qui est déjà autorisée, on a alors pas des procédés, mais on a des tissus qui sont déjà autorisés. Et pour un tissu donné, on va avoir des nouvelles indications thérapeutiques ou même carrément des nouvelles applications. C'est-à-dire que on va utiliser une artère pour faire un remplacement trachéobronchique, par exemple. Comment ça va se passer? Parce que le produit, il existe, enfin le tissu, il existe déjà. Après, son indication thérapeutique, elle peut être totalement différente de ce qui était avant. Elle change de destination. Et là, je suppose qu'il va y avoir forcément un nouveau procédé, une nouvelle autorisation, SOHO, certainement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que ça, c'est une question qui nous travaille un petit peu en ce moment. C'est une bonne question et effectivement, ça fait partie des discussions qu'on a ensemble. Je pense que ça dépend un petit peu. Si effectivement il s'agit de modifier un procédé existant, on modifiera sur la base de l'autorisation initiale. Par contre, si on est sur un usage nouveau, dans une toute nouvelle indication thérapeutique, a priori à confirmer, mais je pense qu'on passera par une nouvelle autorisation de procédé, oui. Une nouvelle autorisation de préparation SOHO. Donc ça veut dire qu'avec évaluation de la criticité, enfin des risques, oui. comme ça a été et exprimé. Éventuellement un plan de suivi des résultats cliniques. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay, d'accord. Oui. Ça va être de toute façon une évaluation en fonction du risque. Au niveau des extrémités, je pense qu'on est à peu près clair. C'est-à-dire que c'est ça un des gros changements en fait dans SOHO, c'est que les demandeurs et que les autorités arrivent à finalement décider du niveau de risque entre guillemets et décident finalement d'appliquer derrière le niveau de données cliniques qui va être nécessaire. Et sur les préparations tissulaires où il va y avoir un risque d'inégligence
négligeables parce que ça va être des modifications mineures. Par exemple, si vous changez, je sais pas moi, un produit dans le milieu de conservation qui n'a pas d'impact derrière sur les spécifications de votre préparation tissulaire, là, effectivement, on ne va pas vous redemander des données. Si on est sur un nouveau procédé, si on est sur vraiment comment dire, quelque chose de très innovant, il va falloir faire un essai clinique avec un bras comparateur, enfin voilà, un petit peu le même niveau d'exigence qu'on a habituellement. La zone grise entre les deux, où comme tu dis, on peut avoir voilà, un produit, un tissu qui soit utilisé dans une autre indication, on a un recul sur la sécurité, on a quand même des données d'efficacité dans l'autre indication, ben, on va adapter. On va, par exemple, en fonction voilà, du niveau de risque associé, on va pouvoir demander, par exemple, un suivi clinique, mais on ne va pas forcément demander un essai clinique. Elle est là, la flexibilité dont parlait Stéphane. Il va y avoir une souplesse, il va y avoir une interprétation, il va y avoir des adaptations aussi en fonction du niveau de risque. La complexité, ça va être pour vous, demandeurs, pour nous, autorités de santé, de la jauger. Et c'est là où, typiquement, il y a des groupes de travail qui sont en place. C'est le fameux SCB dont on parlait, pour voilà, avoir aussi cette vision concertée avec les États membres. Parce qu'on n'a pas la même approche. Manon l'a dit tout à l'heure, on a un très grand recul en France sur les préparations tissulaires, on a un très grand recul sur leur évaluation. On a bénéficié de cette richesse pour porter justement certains éléments dans le règlement. Mais c'est vrai qu'on va avoir besoin de cette coordination entre tous les États membres pour jauger un petit peu de point plus technique, typiquement les évaluations de risque, typiquement voilà, les lignes directrices qu'il faut suivre. Mais oui, c'est une bonne question. Ouais, ça nous interpelle aussi. Stéphane, je ne sais pas si tu voulais... Oui, peut-être deux petits points. D'abord, pour l'évaluation du risque, l'étape initiale, il y a un outil qui est déjà disponible sur le site de l'IDQM. Ça s'appelle EuroGTP2. Et c'est vraiment avec plusieurs facteurs de risque qui sont intégrés et des questions qui vont vous amener à une catégorisation de risque qui sera un des 4 comme ont été de négligeables à élever, comme ont été présentés par Manon. Et deuxièmement, je crois aussi l'avantage de l'approche est peut-être qu'on va pas toujours, et je crois souvent, on va pas vraiment avoir besoin de vraiment des essais cliniques complets, nouveaux. Cette évaluation de risque initial va aussi permettre que plusieurs innovations, s'ils ont été prouvés d'une risque moins élevé, ils seront possibles d'être autorisés aussi avec des collectes de données de la clinique qui sont moins élargies. C'est une flexibilité introduite aussi parce qu'on sait que beaucoup de développements SOHO sont pris en avant dans le secteur public et aussi qui sont souvent partagés publiquement, par exemple dans les journaux ou des conférences des sociétés scientifiques. Et ceci permet aussi que les innovations plutôt incrémentales, qui ne sont pas des vraiment grands breakthroughs, ont aussi été évaluées et leur sécurité qualité a été assurée sans avoir besoin de vraiment aller jusqu'au bout d'organiser des essais cliniques pour tout ça. Merci. Oui, madame. Oui, merci. Julie Cacon de Lille. Donc, on produit les hydros de Langerhans. Donc, ma question concerne le lien entre le SOHO et les MTI, en fait, the regulation ou le ATMPs. Donc, c'est-à-dire que normalement, on envoie une demande à la Commission for Advanced Technologies, à l'EMA, et pour savoir si notre application fait l'objet d'un MTI ou un ATMP. Puis ensuite, si c'est non, on a une TTC. Et après, on est... j'ai pas bien compris, c'est l'interaction entre les deux. Alors, l'interaction entre les deux, en fait, ce qui va relever du MTI reste sous le règlement MTI. C'est-à-dire, de toute façon, là, il n'y a pas de modification. Le SO modifie ce qui est considéré comme préparation tissulaire.
C'est-à-dire que quand vous allez typiquement, alors si vous allez à l'EMA demander une classification pour savoir si c'est de la TMP ou pas, par exemple, et qu'on vous le classe en MTI, ça va suivre la réglementation MTI. Si c'est de la préparation cellulaire, dans votre cas, ça va basculer effectivement à terme dans SAU. On vous introduit SAU parce que bon, ce SAU, c'est en train de se préparer, mais c'est le futur. Autrement dit, effectivement, c'est ce qui va, encore une fois, rentrer en vigueur à partir de 2027 pour les préparations tissulaires, en l'occurrence, puisque là, on est sur la session de préparation de tissus, mais ça concerne aussi les cellules et ça concerne aussi de manière plus large le sang et même d'autres substances d'origine humaine. Et donc, c'est bien de s'acculturer dès maintenant, de se préparer en fait dès maintenant, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes, malgré tout, plusieurs modifications à franchir par rapport à la réglementation actuelle. Mais ce qui est DM ou MTI ou médicaments, enfin hors préparation tissulaire ou cellulaire, va rester dans les réglementations ad hoc. Là, il n'y a pas de modification. Monsieur, Richie Carroll from Espagne. Avec sa réponse, je veux demander quelle autorité fera la surveillance des donneurs après de donner les donations à la médicament. Par exemple, l'utilisation finale, si c'est d'accord à consent informé, ou par exemple la traçabilité et si l'agence médicale, les pharmaceutiques donnent plus genetic testing, for instance. Ok, pour les préparations tissulaires, qu'est-ce qui va donner en fait l'autorisation finale? Non, qui fera la vigilance de l'utilisation d'une donation allogénique, par exemple, quand est transférée à l'industrie? C'est la question. Quelle autorité est responsable que l'utilisation finale c'est d'accord à le consent informé qu'il a signé les donneurs? Si je comprends bien votre question, en fait, ça dépend. Si on se place du point de vue des vigilances, la biovigilance, a priori, va rester à l'ABM et la pharmacovigilance, matériaux-vigilance, côté ANSM. Non, c'est pas ça la question. Si. Du coup, c'est l'autorité compétente en charge de chaque champ. Pharmacovigilance, c'est la sécurité des médicaments. Oui. Qui préserve la volonté de donner là-bas. Si je donne pour l'aspect... Mais les pharmaceutiques, avec ma donation, fait une autre chose qui préservera la volonté de donner quand est transféré à notre règlement. Tu veux... Oui, ouais, du coup, c'est les deux. Oui, du produit. Le règlement le prévoit sur l'information du donneur, sur l'ensemble des utilisations possibles, donc que ce soit à titre de greffe ou de transfert à usage scientifique ou de transfert vers le médicament ou à usage commercial. Le règlement s'est voulu assez exhaustif sur l'ensemble de ces points. C'était un des 5 points qu'il a voulu couvrir sur la protection des donneurs. Alors, on entend la protection des donneurs vivants et du prélèvement, mais aussi sur cette information-là, pour être la plus exhaustive possible. Ça fait partie des éléments de langage qu'on devra un petit peu construire collectivement pour s'assurer que chaque personne est bien au courant de l'ensemble des informations. Et nous, à l'agence, on est toujours dans cet équilibre à trouver entre la juste information qui soit complète, que les gens aient pu poser toutes les questions et qu'elle ne soit pas non plus trop extensive pour être confusante. Donc, il me semble que c'est ça qu'a prévu le règlement. Et sur la traçabilité. Oui, Sophie, tu veux... Sur l'inspection. Vous voulez que j'ajoute? Oui, alors j'ai Sophie qui me fait des grands signes derrière, donc peut-être tu veux prendre la parole, Sophie?
Sophie Lucas de l'Agence de la biomédecine. Oui, il y a une articulation qui va se mettre en place entre la biovigilance qui couvre la sécurité des donneurs et tout ce qui est relatif au prélèvement. Et quand ces produits vont changer de champ, comme Manon l'a expliqué tout à l'heure, et vont devenir des ATMP, par exemple, pour certains d'entre eux, c'est la pharmacovigilance qui va prendre le relais. Et en fait, le SO Coordination Board est en train de travailler à toutes ces interactions qu'il faut mettre en place et construire pour qu'il y ait un bon suivi entre ce que les produits vont devenir, la traçabilité, etc., et la sécurité des donneurs, s'il y a besoin, effectivement, d'avoir des informations entre un champ et un autre. Donc ça, c'est tout le travail que le SO Board va mettre en place, que ce soit donc, quand les produits vont devenir des ATMP, des médicaments, ou quand ils vont devenir des dispositifs médicaux. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux compléter. Oui, je veux bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. Ok. Bon, je crois qu'il faut toujours tenir en tête, je crois que c'était le premier diapositive que Manon a montré, le champ d'application de SOHO Regulation, c'est-à-dire tous les SOHO au moment de leur donation collecte, ils seront toujours soumis sous le nouveau framework SOHO. Et en effet, aussi les prochaines démarches de préparation et application normale en défaut sont aussi soumises à ce nouveau framework, sauf si on voit que ces démarches seront dans le champ d'application de notre framework, comme celui que vous mentionnez, dans ce cas, le Advanced Therapy Medicinal Product. Alors ça veut en effet dire qu'on a besoin d'un handover et aussi un alignement de d'un côté de toutes les règles techniques pour que le SOHO qui a collectionné vraiment de la qualité qu'on attend pour la préparation du médicament, mais d'autre côté aussi au niveau supervision, et comme vous dit dans la question, il y a des questions de vigilance, des questions de traçabilité, d'inspection, où les deux groupes d'autorités devront se communiquer bien, et c'est ça, tout ça qu'on est en train de préparer maintenant, et on est en train d'organiser un dialogue entre les deux groupes d'autorités, SOHO et Pharma. Merci, merci Stéphane. Je vois l'heure qui tourne. On va passer à la deuxième présentation. Je te laisse introduire Stéphane. Ok, si j'ai bien compris, c'est Dr Clément Millet qui va nous présenter une nouvelle technologie de la part de CTI Bay Technologies, dont il est directeur de laboratoire et de qualité. Ça semble une technologie très intéressante, innovatrice, incluant des parties en impression 3D. Et bien sûr, ça amène plusieurs questions aussi sur la réglementation et comment organiser cette réglementation. Alors avec ceci, avec beaucoup de curiosité, je passe le mot à Monsieur Millet. Eh bien, merci Stéphane, merci pour l'introduction, merci à l'Agence de la biomédecine de nous donner la possibilité de présenter notre travail. Donc la table ronde d'aujourd'hui, c'est procédés innovants pour la préparation de tissus. Et la seconde partie, c'était de la paillasse à la clinique. Et donc moi, je vais parler de la partie de la paillasse, puisque nous sommes une CRDMO, donc ça veut dire que nous sommes une société qui réalisons de la production, également de la recherche contractuelle. Nous réalisons des modèles innovants avec des capacités uniques en matière de recherche. Donc nous avons différentes sources de revenus, nous avons des produits et une activité de recherche contractuelle, et notre leitmotiv est de donner une seconde vie au tissu humain mis au rebut en créant des tests biologiques pour développer des futurs traitements pour les patients. D'un point de vue réglementaire, on ne s'inscrit pas dans le SOHO ni dans le GAP. On est vraiment sur une activité de recherche uniquement. Toutefois, nous avons bien sûr les accréditations pour pouvoir collecter, transporter, utiliser et céder les échantillons biologiques à des fins de recherche. Et donc, nous avons différentes activités. Donc, nous utilisons notamment la bioimpression 3D. Donc, la première étape est bien sûr la collecte des échantillons biologiques dans le but d'isoler, de dissocier les différents types cellulaires.
Nous développons des modèles dans l'immuno-oncologie, dans la dermatocosmétique, un petit peu dans le domaine hépatique, notamment sur la toxicité hépatique médicamenteuse, dans le but de les stocker dans notre biobanque propriétaire pour pouvoir les céder à des partenaires à des fins de recherche uniquement. Et nous utilisons également la bioimpression 3D, qui est un procédé de fabrication additive. Donc concrètement, nous pouvons concevoir par logiciel assisté par ordinateur, logiciel de conception assisté par ordinateur, des modèles 3D qui permettent de concevoir d'un point de vue informatique des designs 3D, ce qui nous permet de positionner précisément les différents types cellulaires. Les cellules donc, sont isolées, récoltées, mélangées avec une matrice qu'on appelle une bioencre pour ensuite être transférée dans une bioimprimante 3D. Et cette bioimprimante 3D va respecter le schéma de ce design 3D en conception assistée par ordinateur. Donc on peut avoir des modèles entre guillemets basiques, cellules cancéreuses uniquement. Nous avons une capacité de créer des modèles plus complexes, plus avancés, avec différents types cellulaires. Par exemple, les cellules cancéreuses, mais les cellules immunitaires, les cellules normales, les cellules du micro-environnement tumoral, dans le but de développer des modèles qui sont prédictifs pour le criblage de médicaments. Donc, on s'inscrit vraiment très en amont de cette réglementation et de la validation et des tests cliniques des médicaments. Je pense que c'est quand même important de présenter ces différents modèles. À terme, nous souhaiterions pouvoir réaliser une levée de fonds pour pouvoir valider ce modèle, notamment en immuno-oncologie, pour développer un test compagnon dans une problématique de médecine personnalisée, pour pouvoir collecter les cellules du patient, collecter le tissu, la tumeur, isoler les différents types cellulaires, bioimprimer, donc produire des modèles complexes en 3 dimensions qui seront prédictifs de la stratégie thérapeutique à utiliser sur ce patient avec un retour d'un point de vue clinique. Donc de ma compréhension, je ne serai pas l'expert, ce sera peut-être une question en suspens, mais je pense que dans cette optique, on va plutôt s'inscrire dans les dispositifs médicaux, donc ce sera un petit peu annexe, mais peut-être que le règlement SO débordera ou donnera une suite sur d'autres réglementations. Et donc, pour finir, j'ai parlé beaucoup de l'immuno-oncologie. Nous avons développé différents types de modèles. Nous avons un modèle full skin, avec derme-épiderme, ce qui nous permet de pouvoir tester l'efficacité et l'innocuité de formulations cosmétiques. Nous avons également un modèle qui peut être testé pour évaluer l'irritation ou l'inflammation, par exemple avec des dispositifs médicaux, qui inclut des cellules immunitaires. Vous avez également un modèle qui inclut des cellules nerveuses sensorielles pour évaluer par exemple l'irritation en réponse à un parfum ou un point de vue sur un modèle innervé. Nous avons le modèle CTI OncoKit, donc qui sera à terme un kit clé en main qui sera mis à disposition des laboratoires pharmaceutiques, donc pour prédire de manière très précoce l'efficacité de candidats médicaments. Nous avons le modèle hépatique, j'en parlais tout à l'heure, pour évaluer la toxicité hépatique médicamenteuse. Et pour finir, un modèle que nous avons développé en collaboration avec Sanofi Pasteur, SafeSkin 3D, qui inclut non seulement derme, épiderme, cellules immunitaires, mais également une composante hypoderme avec des adipocytes et une composante musculaire. Et le but de ce modèle est de pouvoir évaluer la réactogénicité de vaccins, de formulation vaccinale, notamment à ARN messager, sur ces modèles 3D. Et c'est tout pour moi. Donc, je suis moins sur l'aspect réglementaire que l'accès paillasse, mais il faut bien commencer par la paillasse pour arriver à la validation de médicaments. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. C'était très intéressant. Effectivement, là, on est un petit peu, on est beaucoup plus même en amont de la recherche clinique. Donc, on sort stricto sensu du règlement SO. Pour l'instant, il y a plein d'applications et effectivement, on voit tout l'intérêt de ce type de technologie, notamment dans les tests compagnons. C'est beaucoup utilisé d'ailleurs typiquement en cancéro ou quand on veut faire de la thérapie ciblée. Moi, j'avais une question par rapport donc au prélèvement en fait des tissus du coup que vous allez exploiter. C'est compris sûrement c'est compris typiquement dans la réglementation des DM dans lesquelles vous vous positionnez, et quelles sont les contraintes, quelles sont les différences de contraintes par rapport à l'application humaine? Pour l'instant, merci pour la question déjà. Pour l'instant, on ne s'inscrit pas sur l'aspect DM. On a une réglementation spécifique qui est contrôlée par le ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ça s'appelle le Codeco. Donc, il va vraiment contrôler de quelle manière les données patients sont collectées, anonymisées, tout ce qui concerne donc la collecte, le transport et l'utilisation des données in fine. Mais pour le moment, en tout cas, on n'est pas encore, même si on le prend en compte dans nos développements, on n'est pas encore sur l'aspect dispositif médical. Ce qui serait le cas si vous développiez une application humaine ou voilà, une application humaine indirecte, on va dire. Oui, tout à fait. Il y aurait vraiment une prise en compte de cette réglementation dans le cas où, alors là, on est très en amont sur la preuve de concept, mais le but, ce serait de pouvoir faire une levée de fonds pour aller justement à la validation en clinique, de pouvoir valider que les candidats médicaments qui ont été sélectionnés avec nos modèles peuvent conduire à la validation de médicaments. Et de la même manière, sur l'aspect médecine personnalisée, de pouvoir valider que les thérapies qui sont mises en avant, qui sont mises en avant par le test compagnon, par nos modèles 3D, vont bien être confirmées en clinique sur le patient, sur le même patient. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Olivier, ensuite... Merci. Par rapport au modèle existant déjà d'organoïdes, comment est-ce que vous vous situez? Parce que les organoïdes, aujourd'hui, il y a un gros développement, je pense aux organes sur puce aussi, en préclinique, par exemple. Est-ce que votre modèle, finalement, il n'est pas un peu similaire, voire identique, aux organoïdes? Sur la partie organoïde, c'est vrai que ça regroupe beaucoup de modèles différents. On parle beaucoup en ce moment d'organes sur puce. Nous, on a vraiment axé notre stratégie sur le fait qu'on est capable de développer des modèles hautement complexes. On arrive à positionner de manière très précise les différents types cellulaires. Donc sur les organoïdes, on parle aussi des sphéroïdes, mais voilà, on va pouvoir concevoir par logiciel assisté par ordinateur, donc du design, les différents types cellulaires pour nous rapprocher en fait de l'aspect clinique, de la physiologie humaine, pour pouvoir générer et produire des modèles les plus prédictifs et les plus pertinents qui seront utilisés ensuite. Mais par exemple, je prends l'exemple des cellules hépatiques que vous allez développer pour tester la toxicité hépatique, qui est excessivement important. Est-ce que vos résultats, vos développements ne pourraient pas se substituer ou remplacer ce qui se développe actuellement sur des systèmes un peu équivalents à base d'hépatocytes en organes sur puce, par exemple? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, tout à fait, c'est une possibilité. Comme je le disais, on est vraiment en amont sur la preuve de concept. On travaille à la fois sur des lignées de cellules hépatiques. On travaille également avec les hôpitaux pour pouvoir collecter du foie, pour pouvoir isoler les hépatocytes primaires. Donc les hépatocytes primaires ont certaines problématiques en termes de durée d'utilisation. Donc on est vraiment très précoce dans le développement, mais on a déjà montré qu'on arrivait justement à détecter, en réponse à des contrôles, qu'on arrive à détecter une toxicité sur ces cellules de foie. Donc
à terme, bien sûr, de pouvoir s'inscrire dans cette problématique avec, bien sûr, une validation d'un point de vue réglementaire de nos modèles 3D. Oui. Félicitations pour les modèles, je vois l'intérêt, ça semble très pertinent, surtout pour les boîtes pharmaceutiques et tout ça. Ma question, c'est que comment je ne sais pas quel est votre business plan, mais comment au bout de la chaîne, imaginons que vous avez les 3 modèles qui marchent très bien, vous êtes contacté par les boîtes pharmaceutiques, comment vous pouvez faire pour vendre, entre guillemets, ça, j'arrive pas à comprendre. Alors en fait, oui, bien sûr, bien sûr. Donc déjà, on a un business plan qui est mixte. On n'est pas basé uniquement sur la cession d'échantillons biologiques, ni sur les modèles 3D. On est varié. On fait également de la recherche contractuelle, donc certaines organisations, laboratoires qui nous contactent pour pouvoir réaliser des tests pour les accompagner dans leur démarche, que ce soit du criblage, notamment, je parlais de Sanofi. Et en fait, on a des laboratoires qui nous contactent et qui ont un réel besoin en fait, de trouver des alternatives. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais des alternatives à l'expérimentation animale, notamment le modèle Safekin 3D avec Sanofi Pasteur. Ils sont en train de vraiment basculer sur des modèles prédictifs et pour réduire vraiment drastiquement l'utilisation de l'expérimentation animale. Donc là-dessus, il y a différentes approches. Soit on co-développe avec un sponsor ces modèles qui sont ensuite potentiellement implémentés dans leur laboratoire. Ou alors, chez CT Biotech, on a aussi la capacité de pouvoir produire ces modèles pour ensuite aller les livrer directement chez Sanofi, en l'occurrence, pour qu'ils puissent faire leurs tests et pouvoir valider justement la réactogénicité, vérifier la réactogénicité de leur vaccin à ARN messager. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'applications en fait en non clinique. Alors après aussi, hors du champ des médicaments, peut-être plus en cosméto, enfin voilà typiquement. Mais oui, voilà, ça commence ça se développe en fait, ouais, typiquement en non clinique. Oui. La prod. Alors, on ne vend pas les cellules humaines. En fait, on va céder un échantillon biologique, mais ce n'est pas directement l'échantillon biologique, c'est tout l'environnement qui est autour. Et ça, c'est réglementé justement dans le cadre du Codeco en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on peut baser notre business model en partie sur cette activité. Et parce que ça ne reste pas en application, en fait, en application clinique. C'est ça le delta. Merci. Si je peux me permettre. Ah oui. Je suis au fond. Je suis dans la pénombre au fond. Donc Anne Blodo-Catouzian, ministère de la Recherche, cellule de bioéthique. Donc on est en charge de l'application justement Codeco. Et donc si votre organisme fait de la cession et, si j'ai bien compris, prestation de services et collaboration. On est bien d'accord ? Voilà. Et je voulais juste apporter une petite précision sur ce que vous avez dit sur la réglementation justement qui vous est applicable au niveau de la recherche et donc du prélèvement de la collecte des échantillons. Vous avez parlé des données, mais c'est surtout les échantillons en fait, Codeco. Bien sûr, il y a les données associées, mais donc d'où les questions par rapport au prélèvement des échantillons et à tout l'aspect justement respect des conditions éthiques qui sont regardées, information du patient et si c'est de la réutilisation, si c'est des échantillons issus dans le cadre du soin et qui sont réutilisés pour la recherche, ce qui est souvent le cas, nous on veille à la bonne information des patients et à l'information du fait qu'ils peuvent s'y opposer le cas échéant. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est bien encadré, je le confirme. Et si vous avez eu l'autorisation, et je me souviens, voilà, c'est que c'est l'aspect recherche avant tout. Effectivement, comme vous l'avez bien reprécisé, c'est PAIAS, mais c'est en vue du développement. Donc, c'est très intéressant. Merci de la précision. Oui, on prend une dernière question avant de passer à la troisième présentation.
Merci. Bonjour, Chabi Soeli de la société MERA Gene Therapeutics. J'ai une question par rapport aux consentements à ce moment-là des donneurs, parce que c'est génial l'idée que vous avez développée, parce que nous utilisons aussi ces services de 3D des tissus. Mais comment ça se passe? Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a que les déchets, si je peux dire, chirurgicaux, pour lesquels on a un consentement de patient préalable qui est assigné, que je peux donner mon tissu pour le but de recherche. Et ça, la difficulté de notre côté, c'était que ce n'est pas le cas partout, pas dans les hôpitaux, pas dans tous les services chirurgicaux. Comment vous faites avec vos collaborateurs, plutôt côté hôpital? En fait, on noue des partenariats avec les praticiens hospitaliers, justement, pour pouvoir les sensibiliser à l'utilisation de ces produits biologiques, de leur importance pour la recherche. Et donc, on va mettre en place des collaborations, des partenariats très spécifiques avec les chirurgiens pour pouvoir avoir accès à ces échantillons biologiques. En fait, on se repose, alors on est principalement national, mais en Europe, on se base sur environ 200 partenaires hospitaliers pour pouvoir diversifier au maximum les échantillons biologiques. Donc oui, ça fonctionne bien. C'est un travail un travail de longue haleine. On a une équipe qui est dédiée à cette relation avec les partenaires hospitaliers, mais on arrive à le développer doucement, mais sûrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la troisième présentation. Caroline. Je laisse Stéphane introduire Caroline. Merci Isabelle. D'abord, je voudrais juste ajouter que si j'ai bien compris la technologie avant, qui était très intéressante, c'est une technologie pas vraiment avec l'objectif d'appliquer. Stéphane, on t'entend plus, on t'entend pas. Les unités cellulaires des tissus qu'on a développés, mais plutôt de les utiliser dans les essais ou les modèles d'essais. Alors, dans ce cas-là, je voulais juste clarifier que le cadre réglementaire SORO n'est pas applicable de ce sens-là. Alors, avec ceci, j'ai l'honneur d'introduire la prochaine opposante, qui est Dr Caroline Sansac, qui est responsable de la banque des tissus de l'hôpital Saint-Louis. Elle va nous introduire une autre technologie, je crois, très fascinante, c'est-à-dire un développement d'une transplantation une greffe de œsophage, excusez-moi. Et bon, avec ceci, je vous laisse le mot, Dr Sansac. Merci beaucoup. Merci également aussi à l'Agence de la biomédecine de m'avoir invité pour présenter et parler de l'œsophage humain décellularisé. Et donc, moi, je vais vous présenter vraiment de la paillasse à la clinique. Vous avez vu au préalable la paillasse uniquement. Donc, la banque de tissus humains de Saint-Louis, donc on fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Nous sommes la banque multitissus de la PHP qui a été fondée il y a quelques années maintenant, en 1985. Nous réalisons de nombreux greffons humains, des valves cardiaques, des vaisseaux, de l'épiderme, des tendons, membranes amniotiques, tête fémorale et volets crâniens. Donc, issus de prélèvements sur donneurs décédés et aussi issus de résidus opératoires. Et nous travaillons donc avec de nombreux chirurgiens pour toutes ces applications. Pour tout ce qui était œsophage décellularisé, nous avons commencé dès 2015 le début des travaux pour faire un état des lieux, voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour remplacer un œsophage. Est-ce que ce serait un tissu allogénique? Est-ce que c'est du tissu engineering? Différentes matrices synthétiques, naturelles ou un substitut œsophagien. Finalement, la solution qui a été retenue est l'œsophage décellularisé. On a commencé d'abord chez le porc pour faire une preuve de concept, mise au point du traitement pour obtenir un segment d'œsophage décellularisé. Comme vous le voyez sur l'image, bon, elle a été inversée, il faut le dire de gauche
Ouais, de gauche à droite. Il y a d'abord le prélèvement de l'œsophage chez le porc. Ensuite, il y a une étape de décontamination, puis une étape où l'œsophage est disposé sur un bioréacteur pour avoir une décellularisation, une étape de lavage et enfin un traitement à la DNase. Une fois qu'on a obtenu ce segment décellularisé, il faut pouvoir le caractériser. Plusieurs points ont été vérifiés au niveau de la structure de la matrice extracellulaire avec des analyses histologiques, voir que la structure générale a été conservée, qu'il y a toujours les différentes couches qui sont distinguables, qu'il y a un peu de perte de collagène et que les fibres élastiques sont maintenues. On vérifie aussi que la décellularisation a été efficace et par la quantification d'ADN ou de l'immunomarquage. Également, on a vérifié que les propriétés biomécaniques étaient maintenues par une étude de résistance longitudinale et transversale. Également de la cytotoxicité et de la biocompatibilité par la culture cellulaire et enfin des contrôles microbiologiques. Une fois qu'on a pu caractériser notre œsophage, nous l'avons implanté chez le porc, un porc qui a été sacrifié pour cela, pour pouvoir étudier la faisabilité. Est-ce qu'il était possible d'anastomoser l'œsophage décellularisé à l'œsophage natif? Et enfin, voir la suturabilité de cet œsophage au niveau du porc. Une fois qu'on a réalisé toutes ces études sur le porc, l'étape suivante, c'est l'être humain, enfin l'homme, et réaliser un œsophage décellularisé humain. Donc, au tout départ, il faut d'abord commencer par le prélèvement d'œsophage chez un donneur décédé, et donc demander à l'Agence de la biomédecine l'autorisation de pouvoir prélever à but de recherche les prélèvements d'œsophage. Et on collabore aussi énormément avec les coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus. Une fois qu'on a obtenu cet œsophage, donc c'est la première, la diapo A, où on voit le prélèvement, on a optimisé les techniques du procédé qui avait été mise en œuvre chez le porc. Donc toujours une étape de désinfection, puis ensuite le montage sur le bioréacteur et enfin une étape de lavage et de traitement au DNA. Quand on a obtenu l'œsophage décellularisé humain, de la même manière, il va falloir de nouveau caractériser cet œsophage, toujours avec l'étude de la structure de la matrice extracellulaire, des analyses histologiques qui ont montré que la structure générale était préservée, qu'il y avait toujours les couches qu'il fallait, l'efficacité de la décellularisation par la quantification ADN et de l'immunomarquage, toujours les propriétés biomécaniques avec les études de résistance longitudinale et transversale, de la culture cellulaire pour vérifier que l'œsophage qu'on a obtenu n'est pas cytotoxique et qu'il est biocompatible. Enfin, des contrôles microbiologiques. Et en plus, par rapport au porc, on a réalisé également la quantification des résidus de détergents qui ont été nécessaires à la décellularisation. Après cela, une fois qu'on a caractérisé, on a mis au point la cryopréservation de l'œsophage décellularisé humain. Parce que quand on est dans le prélèvement et dans la transplantation d'organes, c'est dans un temps court, one shot, on prélève, l'organe est transporté au receveur et il est greffé immédiatement. Alors que pour tout ce qui est tissu, on a un temps de conservation, c'est ce que font les banques de tissus. Le tissu est prélevé, il est procédé, il est disséqué, puis il est conservé avant de pouvoir être distribué à un chirurgien greffeur et administré, greffé à son receveur. Donc, comment conserver cet œsophage avant qu'il trouve son receveur? Eh bien, cryopréservé, on a mis au point une technique de cryopréservation de l'œsophage décellularisé et on a évalué que cette cryopréservation n'abîmait pas non plus la structure de l'œsophage décellularisé en réalisant de la même manière des analyses histologiques de la matrice extracellulaire et également les propriétés biomécaniques. Ce qu'on voit sur la diapo sur la gauche, où vous voyez les différences. On
montrent qu'il n'y a pas de différence entre l'œsophage natif, l'œsophage décellularisé et l'œsophage décellularisé qui a été cryopréservé. De la même manière, sur les propriétés biomécaniques, il n'y avait pas de différence entre l'œsophage cryopréservé et l'œsophage décellularisé. On a également réalisé des contrôles microbiologiques après avoir décongelé nos œsophages et de la même manière des tests de suturabilité. Et l'œsophage décellularisé décongelé a été implanté chez un porc. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé toute cette étude vraiment paillasse, côté paillasse, d'abord la preuve, la mise au point du concept de l'œsophage décellularisé porcin implanté chez le porc. Ensuite, on est passé chez l'humain. On a réalisé un œsophage décellularisé humain qu'on a pu implanter chez le porc. Et bien, l'étape d'après, c'est pouvoir l'implanter chez un autre être humain. Et toutes ces innovations qu'on a réalisées, c'est une grande question aussi. Est-ce que c'est à la frontière du médicament de thérapie innovante ou est-ce que ça reste un tissu? Donc on s'est retourné vers l'Agence de la santé et de la sécurité du médicament, la NSM, pour leur demander est-ce que notre tissu décellularisé, enfin notre œsophage décellularisé, est-ce qu'il tombe sous le coup de la réglementation des MTI ou est-ce qu'il reste sous la réglementation des tissus, des PPT et du coup juste les règles de bonne, les règles de bonne pratique. C'est pas juste, vraiment. Donc, on a demandé son avis à la NSM qui nous a répondu que l'œsophage décellularisé humain était bien un tissu. Donc, l'étape suivante, c'est réaliser un œsophage décellularisé humain à visée thérapeutique. Au préalable, c'était à visée recherche. Maintenant, c'est à visée thérapeutique. Adapter donc son utilisation thérapeutique pour l'homme, pour qu'il soit greffé. Donc adapter tous les produits et consommables qui sont utilisés, qui soient adaptés vraiment à l'utilisation, qu'ils aient un marquage CE, que ce soit des médicaments dans les produits qu'on utilise pour la désinfection. Tout ce qui est stérilisation des produits qu'on réutilise, on ne peut plus utiliser l'autoclave maison. C'est vraiment un service de stérilisation. Donc, il a fallu créer des boîtes de stérilisation spécifiques pour le bioréacteur qu'on utilisait. Et de la même manière, on a dû répondre à l'arrêt de production d'un des consommables qu'on utilisait. Il a fallu trouver une autre solution qui soit vraiment adaptée à l'utilisation thérapeutique après derrière. La fabrication, le traitement de l'œsophage doit être réalisé dans des locaux conformes aux bonnes pratiques, donc en ZAC, qui a des exigences environnementales qui sont importantes au niveau microbiologique et au niveau particulaire. Et ensuite, on a qualifié également notre œsophage de la même manière avec le dosage des résidus des procédés de préparation qu'on avait utilisés, l'évaluation morpho-anatomique et le contrôle microbiologique pour pouvoir réaliser la spécification du tissu qu'on voulait. Et je voulais vous présenter donc là l'œsophage qu'on a réalisé pour une visée thérapeutique. Donc on est en ZAC, on travaille sous hôte, en face à face. Il faut imaginer que du coup notre œsophage c'est comme si c'était notre patient sur un bloc opératoire et on est deux opérateurs pour pouvoir le préparer. Donc en haut à gauche, vous avez une image de l'œsophage natif une fois qu'il a été décontaminé. Après, en cours de process, quand il est passé dans le bioréacteur, vous voyez que la décellularisation change un petit peu de couleur, il devient un petit peu plus blanc. Ensuite, avant décongélation et enfin, après décongélation. Donc, une fois qu'on a réussi à produire un œsophage décellularisé humain thérapeutique, la dernière phase, c'est pouvoir l'administrer et le greffer chez l'homme. Et donc, comme l'a démontré, on ne greffe pas comme ça juste pour essayer. Il faut d'abord demander l'autorisation d'essai clinique. L'indication que nous avons retenue est le remplacement d'un segment œsophagien chez les adultes qui nécessite une reconstruction de l'œsophage inférieure à 10 cm. Nous avons demandé notre autorisation d'essai clinique à la NSM, où on a rempli les parties qui sont actuellement encore demandées. Ça va peut-être évoluer avec SOHO, sûrement même. Donc la partie clinique avec les indications, la justification, le protocole. La partie non clinique reprend surtout les publications
que je vous ai présenté au préalable. La partie qualité, dans quels locaux est-ce qu'on va disséquer et qu'on va préparer notre œsophage et les détails du procédé. Enfin, la qualification de notre œsophage, l'évaluation, ses contrôles et sa spécification. Et bonne nouvelle, nous avons obtenu notre autorisation d'essai clinique il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, en résumé, l'œsophage décellularisé de la paillasse à la clinique. D'abord, on a commencé chez le porc pour mettre au point le traitement, avoir une preuve de concept. Ensuite, on est passé à l'œsophage humain décellularisé pour voir la répétabilité de la technique, la mise au point aussi, puis à mettre au point aussi les contrôles qualité. Ensuite, on a fait l'œsophage décellularisé humain pour un usage thérapeutique. Donc, on a obtenu notre autorisation d'essai clinique. Là, pour l'instant, on en est à l'étape d'inclusion et greffe des premiers patients. Après la fin de l'essai clinique, il faudra évaluer ces résultats. Et dans un futur proche ou moins proche, il y aura la routine et la pratique clinique en routine. Et là, on sera certainement on sera tombé sous le coup du SOHO. Je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui ont travaillé à ce projet, que ce soit à la PHP, la chirurgie digestive, l'unité de thérapie cellulaire, l'URC, la PUI, la DRCI, la GEPS et sur les SHOPT, l'Agence de la biomédecine et la NSM qui nous ont aidés et aussi l'Institut de recherche et MEHARI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Ça, on est vraiment dans l'innovation. C'est un nouveau en fait tissu. Enfin, c'est vraiment sur le concept, franchement, quelque chose de très nouveau. On voit que ça reste quand même dans le cadre de la préparation tissulaire, enfin qu'on tombe pas sous l'MT parce que typiquement il n'y a pas de modification essentielle en fait du process. Et effectivement, on voit bien toutes les étapes et qui prennent beaucoup de temps. Et quand l'essai clinique sera fini, potentiellement, ce sera une autre vie, une autre réglementation. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions, si vous souhaitez, dans la salle? Oui, puis Christophe Picard, je suis le responsable de la vente du tissu au sein de l'EFS PACA Corse. J'avais une première question qui revenait à la première présentation. Là, il y a le parti patient, suivi des données. Donc, du coup, il va y avoir les chirurgiens greffeurs qui vont être dans le coup. Et nous, on a toujours un gros problème de recevoir de la part des chirurgiens, finalement, la réussite ou pas. Moi, ils me disent à chaque fois, quel est ton critère, finalement, de réussite d'une greffe tissulaire, y compris de cornée, notamment, qui est une large discussion actuellement. Mais du coup, voilà, je voulais savoir, finalement, si vous alliez contacter les chirurgiens. Comment on allait faire, finalement, de revenir aux données cliniques et sous quels critères et quelles données vous allez attendre de savoir effectivement si un tissu est efficace. Parce que c'est un vrai souci, c'est une vraie question. Puis la deuxième question, finalement, ça vient ce qui a été présenté là, présentement, c'est finalement, est-ce qu'il va y avoir une sorte de read-out, c'est-à-dire finalement les nouveaux procédés tels que vous les montrez au niveau des essais cliniques ou avant l'essai clinique, finalement, est-ce qu'on aura une sorte de patron de suivi finalement pour arriver jusqu'à ce que vous nous avez présenté? Est-ce qu'il y aura un patron clinique? Il faut faire ça, telle étape, c'est ça qu'il faut rechercher, etc. Parce que là, c'était très belle, la démonstration était très belle. Donc voilà, c'était les deux questions. Pour la première question, honnêtement, l'attendu pour un nouveau procédé de thérapie tissulaire ne va pas changer. Les données cliniques que vous soumettez déjà pour un nouveau procédé, c'est ce qu'on va attendre pour pouvoir octroyer l'autorisation de préparation SOHO. Donc, sauf si j'ai pas bien compris la question, a priori... En fait, là, aujourd'hui, si je comprends bien, donc du coup, est-ce que vous attendez ou pas un suivi, finalement, de l'ensemble des greffons qu'on délivre? Par exemple, nous, on délivre 700 greffons de cornée par an. Et finalement, derrière ça, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'efficacité. C'est-à-dire que du côté clinique, finalement, les chirurgiens, nous, on gère 15 chirurgiens, bref, on ne sait pas du tout leur réussite, ou pas d'ailleurs, et sur quels critères ils considèrent que la réussite, sachant que récemment, on a eu une réunion et ils ne sont pas les mêmes critères.
Donc je voulais savoir si effectivement par rapport au procédé qu'on va mettre au niveau SOHO, est-ce que vous allez avoir un suivi des greffons, quels qu'ils soient, et de leur réussite clinique en fonction des procédés? Alors en routine, a priori non. Les procédés déjà autorisés, ça ne changera pas. Par contre, si vous développez un nouveau procédé de greffe de cornée et que vous partez de zéro, je parle en théorie parce que voilà, avant de pouvoir obtenir une autorisation pérenne, oui, il y aura probablement, en fonction du niveau de risque, un suivi d'un petit nombre de patients qui pourra être exigé et donc une efficacité qui sera évaluée. Mais pour vos procédés déjà autorisés, non, il n'y aura pas d'attendu nouveau. Par contre, effectivement, un suivi pour les futurs procédés avec, comme on disait, des grilles. Alors, comme vous l'évoquez, il y aura à un moment donné des guidelines. Enfin, voilà, il y aura sûrement des critères à respecter et qui seront soit sortis au moment d'autorisation, soit discutés en amont. Mais voilà, il y aura à un moment donné effectivement des recommandations qui seront émises. Mais là, sur le suivi, en fait, il va se faire surtout, effectivement, dans le cadre des nouveaux procédés. Et pour la deuxième partie de votre question, sur les niveaux de risque, oui, le but, c'est que ce soit vraiment très défini et que pour vous, ce soit facile de vous dire, bon, bah, avec ce procédé-là, je suis dans le risque modéré et donc l'attendu, c'est ça. Là, c'est un travail qui est en cours, mais qui est quand même bien avancé. Et le but, c'est que ce soit très clair et qu'il y ait un accompagnement des autorités pour vous, le développement de vos procédés. On est un petit peu en retard, on va passer à la session des posters. Merci beaucoup à tous les intervenants, en tout cas. C'est très intéressant, merci. Merci beaucoup pour cette session passionnante. Merci aussi Stéphane d'avoir suivi jusqu'ici. On a en fin de chaque session une session poster qui va être chronométrée. Donc là, je vais être beaucoup plus exigeante que ce qu'on a été depuis le début parce que vous allez avoir chacun 3 minutes pour présenter vos posters. On n'aura pas l'occasion de faire des questions-réponses. Vous avez au travers du QR code l'ensemble de tous les posters qui sont présentés parce qu'on a 4 sessions parallèles en ce moment. Donc il y a forcément 6 posters que vous ne voyez pas, mais vous pouvez les consulter, sachant que ceux de la session tissu sont certainement les meilleurs et qu'ils auront vos votes, je n'en doute pas. Donc pour démarrer, ce sera le docteur Antonello Tangredi, qui est docteur en génie des procédés au laboratoire mécanique, modélisation et procédés propres à l'UMR 7340 de Marseille et qui va nous présenter vers la stérilisation de tissus par CO2 supercritique. Top chrono, 3 minutes. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer en vous disant que les greffes de tissus et d'organes sont essentielles pour sauver des vies, avec plus de 150 000 greffes par an au niveau mondial et plus de 6 000 en France en 2024, une hausse de 7% par rapport à 2023. Un greffon, pour être utilisé, suit un parcours très précis: prélèvement, une réception, une étape de décontamination, après un test bactériologique, et si le test est négatif, alors le greffon peut être utilisé. L'étape de décontamination qu'on utilise plus couramment, c'est une immersion dans des solutions d'antibiotiques. C'est une méthode qui a des limites bien connues, notamment la résistance bactérienne et la faible pénétration tissulaire. Si le tissu est contaminé, il doit être détruit. En 2023, à l'EFS PACA-Corse, jusqu'à un tiers des greffes des tissus ont été détruits suite à contamination. Et pendant ce temps, il y a des milliers de patients dans les listes d'attente, d'où la nécessité d'une solution qui soit alternative, standardisée et efficace. La solution que nous proposons dans ce projet, c'est la stérilisation des tissus par CO2 supercritique. Le CO2 supercritique, c'est un état du CO2 quand le CO2 dépasse la température et la pression supercritique, et il a des caractéristiques qui sont les caractéristiques ni d'un gaz ni d'un liquide. Par exemple, il a la densité d'un liquide, la viscosité d'un gaz et un fort pouvoir de diffusion, ce qui permet une pénétration efficace dans les matrices poreuses, comme les tissus. Et en plus, la température critique du CO2, c'est 31 degrés. Du coup, c'est un procédé doux qui est adapté aux matériaux thermolabiles. Le CO2 est non toxique, inerte, il peut être éliminé par dépressurisation et il est recyclable. En plus, on peut utiliser aussi des additifs comme le peroxyde d'hydrogène ou l'acide peracétique.
Dans ce projet est en partenariat avec 3 acteurs, sous la supervision d'un comité d'éthique. Il y a l'établissement français du sang PACA-Corse qui va sélectionner et fournir les artères, les tissus humains, les artères, les os et les volets crâniens. Le laboratoire de biomécanique appliquée qui testera les propriétés biomécaniques des tissus. Et le laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres qui réalisera les essais de stérilisation supercritique avec un pilote expérimental qui a été déjà validé pour la stérilisation des dispositifs médicaux implantables, avec un traitement efficace qui a permis de sélectionner des paramètres optimaux, des conditions optimales qui seront utilisées comme base pour cette étude. Il s'agira d'une étude sur 2 étapes parallèles. L'efficacité de la stérilisation sera testée sur 5 souches inoculées sur des lames de verre et l'étape d'analyse de l'effet sur les propriétés biomécaniques des tissus réalisée au LBA, avec un objectif final d'étudier les conditions opératoires optimales et répondre aux besoins de croissance des patients. Merci. Accueillons pour suivre M. Adrien Sarrat, qui est ingénieur d'études à l'Institut Fresnel de Marseille également, et qui nous propose un diffusomètre compact et rapide pour la caractérisation de greffons cornéens en banque de tissu. Un diffusomètre compact et rapide. Alors bonjour à tous, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous conduiriez une voiture si le pare-brise est sale ou s'il est fissuré? Alors n'essayez pas, s'il vous plaît, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, c'est le quotidien de 12 000 personnes en France l'année dernière. Et ces personnes, elles ont plusieurs choses. Elles peuvent avoir des dysphories de Fouge, des kératocones, des kératites. Elles ont tout un problème à la cornée. Alors la cornée, c'est le tissu transparent qui va protéger votre œil du reste du monde et qui va agir comme un petit pare-brise. Le pare-brise, quand il est abîmé, on le remplace. Donc ces 12 000 personnes, elles ont besoin aujourd'hui d'une greffe de cornée. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'année dernière, on a prélevé 12 000 cornées en France. Bon, si je suis là, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle aussi. On n'en a greffé que la moitié. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, comme ça a déjà été expliqué aujourd'hui, une cornée, une fois qu'elle est prélevée, elle part dans une banque de tissus pour être stockée, ici le FS PACA-Corse, et elle va subir toute une batterie de tests pour vérifier donc la bactériologie, la virologie, pour voir si elle n'est pas infectée. Et ensuite, on va faire les tests de qualité dessus pour vérifier que le greffon est apte à la greffe. Ces tests, ça va être un test de transparence où un technicien va venir évaluer s'il y a des cicatrices ou pas visibles sur la cornée, et un test de mesure de densité de cellules endothéliales, donc le tissu cellulaire que je vous ai mis à gauche. Ces cellules, elles recouvrent tout l'intérieur de la cornée et elles servent de toutes petites pompes qui vont venir réguler l'hydratation du tissu et donc sa transparence. Le souci qu'on a avec ces 2 mesures de cellules endothéliales et de transparence, c'est qu'elles dépendent toutes les 2 énormément du technicien qui fait la mesure. Et notre objectif dans la thèse que je présente aujourd'hui, ça va être d'enlever ce problème en rajoutant de la fiabilité à ces mesures. Et pour ça, on a développé une machine, donc un diffusomètre. Un diffusomètre, vous allez voir, c'est assez simple. On prend un laser rouge ici, on éclaire une cornée avec. La cornée va diffuser la lumière dans l'espace et on va venir récupérer une tache de lumière. Cette tache de lumière, plus la cornée est transparente, plus elle va être petite. Par exemple, on voit très très bien la croix sur la cornée en bas à droite. Plus la cornée est opaque, plus la croix ne sera pas très visible, la tache va être très très grande. Et en regardant bien cette tache, en faisant un peu d'analyse dessus, un peu de mathématiques, du traitement du signal, on va être capable de donner une valeur précise et répétable de la transparence du greffon. On a même été capable, il y a quelques mois, de remonter jusqu'à l'activité de la cellule endothéliale, c'est-à-dire l'efficacité de nos petites pompes. Et l'objectif, pour la fin de cette thèse, ça va être de faire rentrer ce diffusomètre dans les procédés de la banque, de manière à identifier de manière beaucoup plus précise des greffons en meilleure qualité et en plus grande quantité, pour que toutes les personnes qui aient besoin aujourd'hui d'une greffe de cornée puissent l'avoir dans les délais les plus courts possibles. Merci de votre attention.